La stabilité politique, sur le papier, c'est la promesse d'un pays qui respire. Un gouvernement qui tient. Un parlement qui vote sans crise. Des institutions qui ne tremblent pas à chaque saison. Et pourtant, en France, cette stabilité peut parfois produire l'effet inverse. Elle peut inquiéter. Non pas parce que les Français aiment le chaos, mais parce qu'une stabilité trop parfaite ressemble vite à autre chose qu'à la simple efficacité. Elle peut ressembler à un verrou. Quand le pouvoir devient fluide, rapide, incontestable, une question revient toujours, presque instinctivement. Qui contrôle celui qui décide? Où passe la contradiction? Quelle place reste-t-il au conflit démocratique, à la protestation, à la friction qui, en France, fait partie du paysage politique autant que les élections? C'est là le paradoxe français. La stabilité est désirée. Mais elle est aussi surveillée. Parce que l'histoire a appris une leçon dure. L'ordre peut protéger. Et l'ordre peut aussi étouffer. On ne peut pas comprendre cette inquiétude française sans regarder le temps long. La France n'a pas seulement connu des alternances. Elle a connu des ruptures de régime. Des moments où la stabilité s'est confondue, dans les esprits, avec l'obéissance. Et des moments où l'instabilité a été vécue comme le prix de la liberté politique. Si l'on cherche un repère simple, on peut partir de deux réalités. Première réalité. La France a changé plusieurs fois de constitution depuis 1789. Deuxième réalité. Depuis 1958, avec la VE République, elle a retrouvé une forme de stabilité institutionnelle durable. C'est exactement là que naît la tension du sujet. Parce que la stabilité ne veut pas dire la même chose selon l'époque. Sous la Révolution, la stabilité est souvent perçue comme une menace de retour à l'ordre ancien. Sous l'Empire, elle peut signifier efficacité, mais aussi concentration du pouvoir. Sous la Troisième République, l'instabilité ministérielle devient presque une routine, mais le cadre républicain s'installe. Sous Vichy, l'idée d'un ordre stable prend une connotation de soumission et de rupture démocratique. Et en 1958, la stabilité revient comme une promesse de sortir de la crise, mais au prix d'un exécutif plus fort. Donc, quand on dit aujourd'hui que la stabilité politique inquiète parfois la France, on ne parle pas d'un caprice contemporain. On parle d'une mémoire politique. Une mémoire qui associe souvent stabilité et verticalité. Une mémoire qui a appris à se demander si la stabilité sert le pays, ou si elle sert surtout le pouvoir. Dans cette vidéo, le cœur du sujet est simple. À quel moment la stabilité devient-elle un signal d'alerte? Quand elle garantit la durée des institutions, ou quand elle réduit la capacité de contredire, de contrôler, d'alterner? Première cause profonde. En France, l'idée d'ordre porte une ambivalence historique. L'ordre, c'est la sécurité. Mais l'ordre, c'est aussi la contrainte. Et cette ambivalence n'est pas théorique. Elle vient de cycles répétés où le pays a cherché la stabilité dans l'urgence. Puis a découvert le coût politique de cette stabilité. Quand la société a peur du désordre, elle accepte plus facilement la verticalité. Un chef. Une chaîne de commandement. Une décision plus rapide. Et parfois, moins de discussion. La promesse est claire. On arrête la crise. On remet le pays debout. Le soupçon, lui, est tout aussi clair. Si le pouvoir devient trop confortable, il finit par confondre gouverner et dominer. Deuxième cause profonde. La culture politique française n'a jamais été une culture de la discrétion. Elle est une culture du débat, du conflit, de la contestation. Pas parce que la France serait naturellement ingouvernable. Mais parce que le conflit a longtemps joué un rôle de régulation. Il sert à rappeler que le pouvoir n'est jamais propriétaire du pays. Il n'est qu'un locataire temporaire de l'État. Dans d'autres démocraties, la conflictualité est parfois vécue comme une défaillance. En France, elle est souvent vécue comme une preuve de vitalité. Le désaccord se voit. Il se dit. Il se met en scène. Il descend dans la rue. Et ce réflexe produit une conséquence. Quand tout devient trop calme, certains n'y voient pas une bonne nouvelle. Ils y voient une disparition des contre-forces. Troisième cause profonde. La France est un pays d'État. Un État ancien. Un État central. Un État qui, historiquement, s'est organisé, unifié, cadré. Cette force a des avantages.
Elle permet de tenir un territoire, des services publics, une administration. Mais elle crée aussi une inquiétude structurelle. Quand l'État est très fort, la question du contrôle devient plus lourde que partout ailleurs. Parce que le pouvoir n'est pas seulement politique. Il est aussi administratif, réglementaire, institutionnel. Il peut agir vite, parfois sans être vu. C'est ici que la stabilité commence à inquiéter. Quand elle ressemble à une absence d'alternance réelle. Quand elle ressemble à une opposition sans prise. Quand elle ressemble à une machine institutionnelle qui tourne, mais dont les citoyens ne tiennent plus le volant. Résumons le mécanisme. La stabilité rassure quand elle protège le jeu démocratique. Elle inquiète quand elle change la nature du jeu. Quand la stabilité devient un mot pour dire silence. Quand la stabilité devient un mot pour dire verrouillage. Pour comprendre ce basculement, il faut une scène. Pas une scène spectaculaire. Une scène banale. Parce que c'est souvent dans la banalité que la stabilité devient inquiétante. Imagine un pays où les institutions fonctionnent. Les textes passent. Les décisions s'enchaînent. Le calendrier politique est tenu. Et, à première vue, tout semble plus solide qu'avant. Mais au même moment, un autre indicateur apparaît. La sensation de distance. La sensation que la décision se prend ailleurs. Que la discussion n'est plus un passage obligé. Qu'elle est devenue une formalité. C'est là l'événement déclencheur typique. Ce n'est pas la stabilité en elle-même. C'est la stabilité qui accélère. Une stabilité qui se traduit par un rythme politique si rapide qu'il donne l'impression d'un pouvoir sans frein. Dans ce type de moment, on entend souvent les mêmes phrases. On n'a pas eu le choix. On ne nous écoute plus. Tout est déjà décidé. On vote, mais on ne pèse pas. Et le soupçon s'installe à partir d'un détail précis. Ce détail, ce n'est pas forcément une loi. Ce n'est pas forcément un scandale. C'est un sentiment de procédure. Le sentiment que le débat ne change rien. Que l'opposition parle, mais ne bloque pas. Que le Parlement vote, mais ne corrige pas. Que les corps intermédiaires négocient, mais ne déplacent pas la trajectoire. À ce stade, la stabilité change de visage. Elle n'est plus la preuve d'un système robuste. Elle devient le signe d'un système fermé. Et ce basculement a une conséquence immédiate. Quand les canaux institutionnels semblent inefficaces, la pression cherche une sortie. Elle se déplace. Elle migre vers la rue. Vers la grève. Vers la contestation. Vers des formes de confrontation plus visibles. C'est le paradoxe central. Plus la stabilité paraît verrouillée en haut, plus l'instabilité réapparaît en bas. Parce qu'un pays ne devient pas silencieux parce qu'il est stable. Il devient silencieux quand il se sent impuissant. Et en France, l'impuissance se transforme rarement en résignation. Elle se transforme en conflit. Pour comprendre quand la stabilité commence à inquiéter, il faut revenir à un moment charnière de la France contemporaine. Le printemps 1958. La 4e République est déjà fragilisée par des années d'instabilité gouvernementale. Les majorités parlementaires se font et se défont rapidement. Et surtout, la guerre d'Algérie installe une crise permanente au sommet de l'État. À Alger, le 13 mai 1958, une insurrection éclate. Des acteurs militaires et des partisans de l'Algérie française contestent l'autorité du pouvoir civil. L'idée d'un gouvernement de salut public circule. À Paris, la peur d'un basculement institutionnel s'intensifie. Le régime paraît incapable de reprendre la main sans se déchirer. Dans ce climat, une figure s'impose comme solution de stabilité. Charles de Gaulle. Il apparaît, pour une partie du pays, comme l'homme capable de restaurer l'autorité de l'État. Pour d'autres, il incarne aussi un risque de concentration du pouvoir, tant son prestige dépasse les partis. Le 1er juin 1958, de Gaulle est investi président du Conseil. Le Parlement lui accorde les pleins pouvoirs pour une durée limitée et l'autorise à préparer une nouvelle constitution. Le déclenchement n'est donc pas seulement un événement. C'est une bascule de logique. On passe d'un régime où le Parlement domine l'exécutif, à une solution qui veut empêcher le retour du blocage. L'objectif affiché est de stabiliser. Éviter les chutes de gouvernement. Assurer une direction continue. Protéger l'État contre le vertige de la crise. Mais c'est précisément à ce point que naît une inquiétude durable.
car la stabilité promise en 1958 n'est pas neutre. Elle s'appuie sur un renforcement net de l'exécutif. Elle installe un arbitre au-dessus du jeu partisan. Et elle modifie l'équilibre entre efficacité et contrôle. La VE République s'ouvre ainsi sur un contrat implicite. Plus de stabilité institutionnelle, en échange d'une verticalité plus assumée. Ce contrat a produit une longévité remarquable. Mais il a aussi installé un doute récurrent. Quand l'exécutif devient le centre de gravité, la stabilité peut-elle encore être perçue comme un bien commun? Ou devient-elle l'outil d'un pouvoir qui s'installe? La stabilité de la VE République ne tombe pas du ciel. Elle est fabriquée. Elle est organisée. Elle est inscrite dans des mécanismes précis qui changent la manière dont le pouvoir circule. Premier mécanisme. Un exécutif à deux têtes, mais une logique de commandement. Le président devient le centre symbolique et stratégique du régime. Le Premier ministre existe, mais il est pris dans une architecture où l'impulsion vient d'en haut. Et quand les majorités sont alignées, l'exécutif devient une machine cohérente. Stable. Rapide. Difficile à enrayer. Deuxième mécanisme. La majorité parlementaire cesse d'être un puzzle fragile. Elle devient un bloc. Parce que la stabilité dépend d'une discipline partisane plus forte. Et parce que, dans la pratique, l'exécutif pèse sur l'agenda. Le Parlement vote. Mais il vote souvent dans un cadre déjà écrit, déjà rythmé, déjà verrouillé par la logique gouvernementale. Troisième mécanisme. Le tempo change. Sous la 4e République, l'instabilité était visible. Les gouvernements tombaient. Les crises éclataient au grand jour. Sous la VE République, la crise devient souvent moins institutionnelle et plus sociale. Le sommet tient. Le bas bouge. L'État reste debout. Mais la société se met à pousser sur les portes. C'est ici que la stabilité commence à inquiéter. Parce qu'elle peut donner l'impression que la contestation ne sert plus à corriger la trajectoire. Elle sert à se faire entendre. Elle sert à exister. Elle sert à rappeler que l'accord n'a pas été obtenu. On peut le dire autrement. La stabilité institutionnelle réduit le risque de chute du pouvoir. Mais elle ne réduit pas forcément le risque de rupture de confiance. Et en France, la confiance est un carburant politique plus rare qu'on le croit. Alors, quand l'exécutif gouverne vite, la question n'est pas seulement est-ce efficace? La question devient est-ce contrôlé? Est-ce discuté? Est-ce amendable? Est-ce réversible? Parce que c'est là le point sensible français. La démocratie n'est pas seulement le fait de choisir un pouvoir. C'est le fait de pouvoir le contredire pendant qu'il agit. C'est le fait de pouvoir le ralentir quand il dérive. C'est le fait de pouvoir le remplacer sans que le système se ferme. Et c'est exactement pour cela qu'une stabilité trop lisse devient suspecte. Elle ressemble à une politique sans friction. Or, en France, une politique sans friction ressemble souvent à une politique sans prise. Le mécanisme complet peut se résumer en 3 étapes. Étape 1. On renforce l'exécutif pour éviter le blocage. Étape 2. La décision devient plus continue, plus cohérente, plus rapide. Étape 3. Si les contre-pouvoirs semblent trop faibles, une partie du pays conclut que la stabilité n'est pas partagée. Elle est détenue. À partir de là, la stabilité change de statut. Elle n'est plus le signe d'un système robuste. Elle devient le signe d'un système qui s'installe. Et quand un système s'installe, la France se demande toujours. Qui paie le prix? Qui perd de la voix? Qui est condamné à la sortie de secours, c'est-à-dire la rue? Tu vois alors pourquoi le pays peut s'inquiéter. Pas parce qu'il refuse la stabilité. Mais parce qu'il redoute une stabilité qui ressemble à une immunité du pouvoir. Il faut être précis. La stabilité politique n'est pas un mal. Dans un pays complexe, elle peut être un avantage décisif. Elle permet de tenir une ligne dans le temps. De construire des politiques publiques qui demandent des années. De protéger l'administration contre l'improvisation permanente. De donner aux acteurs économiques et sociaux un minimum de lisibilité. Et surtout, elle évite un poison classique. La crise institutionnelle répétée, celle qui consume l'État au lieu de régler les problèmes. Donc oui, la stabilité peut être une force. Mais en France,
elle a une limite très nette. Elle doit rester une stabilité du jeu, pas une stabilité du pouvoir. Parce que la frontière est là. Stabilité du jeu. Les règles sont claires. L'alternance est possible. La critique est légitime. Le contrôle existe. La contestation n'est pas traitée comme une menace existentielle. Elle est traitée comme une composante normale de la vie démocratique. Stabilité du pouvoir. Le sommet tient, quel que soit le niveau de colère. Le rythme politique devient une affaire de vitesse, pas de persuasion. L'opposition existe, mais elle ne pèse pas. Le Parlement devient une chambre d'enregistrement aux yeux d'une partie de la population. Et l'exécutif apparaît comme un centre qui décide et qui explique ensuite. Quand la stabilité glisse vers ce deuxième modèle, la conséquence est presque mécanique. La confiance baisse. La légitimité se fragilise. Et l'adhésion se transforme en confrontation. C'est ici qu'on retrouve une particularité française. Quand les canaux institutionnels semblent insuffisants, le pays utilise d'autres canaux. La rue. La grève. La pression collective. Non pas comme un caprice, mais comme une tentative de rééquilibrage. Et c'est là que la stabilité devient paradoxale. Plus le sommet est stable, plus le pays peut sembler instable. Parce que l'instabilité change de niveau. Elle quitte les ministères. Elle descend dans la société. La limite, enfin, c'est le risque de polarisation. Quand la stabilité ressemble à un verrouillage, une partie du pays radicalise son interprétation. On ne se dispute plus sur des mesures. On se dispute sur la légitimité même du système. Et à ce stade, chaque décision devient un test de force. Chaque réforme devient un conflit identitaire. Chaque compromis devient une trahison. Voilà pourquoi l'inquiétude française n'est pas anti-stabilité. Elle est anti-impunité. Elle est anti-silence imposé. Elle est anti-système fermé. Tu peux donc retenir cette phrase comme pivot. La stabilité est un bien, tant qu'elle n'empêche pas le pays de respirer politiquement. Dès qu'elle ressemble à une fermeture, elle devient un signal d'alarme. Alors, pourquoi la stabilité politique inquiète parfois la France? Parce qu'en France, la stabilité n'est jamais jugée seulement sur la durée. Elle est jugée sur sa nature. Sur ce qu'elle autorise. Et sur ce qu'elle interdit. La France veut des institutions qui tiennent. Mais elle veut aussi une démocratie qui respire. Et pour elle, respirer politiquement, ce n'est pas seulement voter. C'est pouvoir contredire. C'est pouvoir ralentir. C'est pouvoir corriger. C'est pouvoir alterner sans que le système se défende comme une forteresse. C'est pour cela que la stabilité devient suspecte quand elle est trop lisse. Quand elle ressemble à une verticalité confortable. Quand elle ressemble à un pouvoir qui ne craint plus d'être repris. Quand elle ressemble à un pays calme, non pas parce qu'il est d'accord, mais parce qu'il n'a plus de prise. Et c'est là le cœur de l'héritage français. Le pays a appris que l'ordre peut être une protection. Et il a appris aussi que l'ordre peut devenir une habitude du pouvoir. Alors il surveille. Il questionne. Il conteste. Parfois trop. Mais souvent parce qu'il refuse une idée précise. L'idée qu'un gouvernement stable serait automatiquement un gouvernement légitime. On peut résumer en une seule ligne. La stabilité n'est pas le silence. La stabilité, c'est la confiance dans le fait que le désaccord restera possible. Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire. À quel moment, selon toi, la stabilité bascule en verrouillage? Et quel contre-pouvoir devrait être renforcé pour que la stabilité reste un bien commun? Dans le prochain épisode, on ira plus loin. On regardera comment la République fabrique la vitesse politique, et pourquoi cette vitesse crée, en France, une fatigue démocratique.